Bonsoir à tous, bonsoir Dim, bonsoir Sikfi, bonsoir Anar de l'espace, bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui nous regardent aussi sur Facebook. Voilà, soyez les bienvenus ce soir, content de vous retrouver. Donc on a malheureusement eu un petit délai avec l'émission de ce soir pour cause de santé. Là j'avais la grippe, donc je n'ai pas pu faire l'émission il y a 2 semaines. Mais voilà, très heureux de pouvoir la faire ce soir. Donc David Collomb a bien voulu reporter l'émission très gentiment. Il est là avec nous ce soir. Bonsoir Thomas sur Facebook, bonsoir Fabien sur Twitch. Voilà, donc David Collomb est historien, il est professeur agrégé à l'IEP de Paris et il a publié l'an passé Les Maîtres de la Manipulation. Il a publié aussi il y a un peu plus de temps, j'ai pas l'année en tête, un livre sur la propagande qui date de 2019. 2019, voilà, qui est récent aussi. Et il est là donc pour parler de désinformation, de propagande, de manipulation, et de manipulation de masse en particulier. Donc David a participé au dernier numéro de Sciences Humaines, qui est ici, que vous pouvez trouver en kiosque, qui est sur la désinformation. Donc il y a un article qu'il a écrit pour le magazine. Et il a également participé au grand dossier des sciences humaines que vous avez également en kiosque en ce moment sur la manipulation, où là, donc, il n'a pas écrit un article, il a fait une interview en début de magazine. Voilà, donc il collabore régulièrement avec Sciences Humaines en ce moment. Et voilà, bah, je suis très content que vous soyez là ce soir. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Voilà, donc comme tous les soirs, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des interventions dans le chat, je les lirai, je les transmettrai à notre invité. Je rappelle que vous pouvez, si vous avez besoin d'informations sur notre invité ce soir, taper point d'exclamation invité dans le chat. Vous aurez les liens vers ses derniers livres et un petit CV miniature. Voilà, ben je crois que j'ai tout dit en introduction. Donc on va pouvoir passer aux questions. Allons-y. Alors, euh, Fabien, tu as mis invité avec un accent. Il ne faut pas mettre d'accent avec les commandes. Donc c'est invité sans accent. Voilà. Alors, donc je commence. Donc on va parler ce soir de manipulation. D'ailleurs, pour introduire brièvement le sujet, on sait que la manipulation est quelque chose de très ancien. C'est quelque chose qu'on retrouve, vous le savez, vous qui êtes historien, de très longue date. Mais il y a quand même, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous avez écrit, un tournant au XXe siècle, notamment avec ce qui ressemble à une démarche scientifique. Alors, on va l'expliquer ce soir, mais vous identifiez pas vraiment la manipulation à une science, mais vous lui attribuez une démarche scientifique, et notamment à partir du XXe siècle, qui est le siècle des grands manipulateurs que vous décrivez donc dans votre dernier livre. Donc la première question que je voulais vous poser, c'était comment est-ce que vous définissez la manipulation et comment vous la distinguez d'autres techniques qui peuvent ressembler à de la manipulation, comme par exemple la publicité, la propagande, ou même des techniques de communication. Je vais commencer par définir la propagande, mais avant de définir la propagande, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Remercier aussi celles et ceux qui participent à ce live, aussi bien sur Twitch que sur Facebook, et je tiendrai à leur disposition pour répondre à leurs questions. Alors d'abord, la propagande. Il s'agit de tout type de communication de masse qui vise à agir sur les conduites des individus. Par conduite, on entend aussi bien les attitudes au sens large que les comportements au sens le plus précis. Autrement dit, la propagande agit aussi bien sur la façon dont on pense et dont on perçoit le monde que sur la façon dont on agit très concrètement ou on n'agit pas. Il peut s'agir en effet d'encourager à voter ou à ne pas voter, pour ne prendre que cet exemple. La propagande recouvre un ensemble assez vaste d'approches ou de techniques. On peut recourir à l'influence, on peut recourir au lobbying, on peut recourir à la persuasion, c'est-à-dire au fait d'encourager les gens à adopter une démarche voulue ou un point de vue déterminé. On Mhm. peut le faire ouvertement, comme on peut le faire de façon cachée. Et c'est lorsque l'on cherche à influencer ou à persuader les individus en masse de façon cachée que l'on parle de manipulation. D'accord, donc la propagande n'est pas cachée.
Toute propagande n'est pas cachée. On distingue classiquement dans les études et dans l'histoire de la propagande ce que l'on appelle la propagande blanche, c'est-à-dire la propagande officielle et transparente, comme le point de vue officiel d'un gouvernement, comme le point de vue officiel d'un média d'État, et la propagande noire, c'est-à-dire celle qui est cachée et dont il est difficile de déterminer l'origine exacte. Et puis entre les deux, il y a ce que l'on appelle la propagande grise, c'est-à-dire une propagande qui relève d'une forme de transparence quant à ses origines, mais dont le contenu peut être fortement manipulateur. On en a un exemple en ce moment même avec la propagande véhiculée par les antennes diplomatiques de la Russie. Il s'agit d'antennes tout à fait officielles, mais en même temps, le discours que ces antennes tiennent relève de la désinformation et de la manipulation. D'accord. Je salue Martine, Elvire et Manuela qui nous rejoignent sur Facebook. Bienvenue. Donc pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant cette émission. Je les relayerai à notre invité. Par rapport à ce que vous disiez, j'ai une question qui me vient. Quand vous parlez de manipulation noire, donc manipulation cachée, comment on étudie ça en tant qu'historien? Quelle trace ça laisse? Puisque si c'est caché, ça doit pas être facile à déceler. C'est pas une affiche que tout le monde verra. C'est pas une communication officielle. C'est quelque chose qui semble caché au regard du plus grand nombre. Quelle trace vous trouvez, vous, en tant qu'historien, de cette manipulation-là? C'est une excellente question. En réalité, il y a énormément de traces des opérations de désinformation, en particulier celles qui ont été menées par des services de renseignement qui laissent des archives, qui ne sont pas consultables immédiatement, mais qui sont consultables quelques décennies après. Et on a, par exemple, sur les opérations de désinformation de la Russie soviétique ou des États-Unis pendant la guerre froide, une masse extraordinaire de documents. Et puis ensuite, il y a l'action des propagandistes et des manipulateurs eux-mêmes. Et figurez-vous qu'un certain nombre d'entre eux, peut-être pas tous, mais une grande partie d'entre eux, sont souvent très fiers de leur action. Et même lorsqu'ils n'en sont pas nécessairement fiers, ils veillent à en laisser une trace pour la postérité. Et c'est ce qui permet à des historiens comme moi de mener des recherches et d'établir, autant que faire se peut, les faits relatifs à la propagande et à la manipulation de masse. D'accord. Et alors, donc là, on a le versant propagande. Pour le versant marketing, publicité, communication, comment vous distinguez ça de la manipulation à proprement parler? Alors, c'est le même principe. C'est-à-dire que la publicité est une forme de propagande. Elle est une propagande dans la mesure où il s'agit, par le discours publicitaire, d'agir sur les conduites des individus à grande échelle, soit pour modifier leur perception d'une marque ou d'un produit, soit pour les encourager à acheter, soit pour les décourager d'acheter le produit d'un concurrent. Et donc, c'est une forme de propagande qui a un caractère éminemment commercial, mais une chose qui me paraît extrêmement intéressante d'un point de vue historique, c'est que tous les grands publicitaires aux États-Unis, en Angleterre et en France ont, en même temps qu'ils ont assuré la promotion de produits de consommation courante, assuré la promotion de candidats aux élections. Rares sont les exemples de publicitaires qui n'ont pas appliqué leur art et leur technique au champ politique ou à la propagande de l'État. D'accord. Alors, on a deux interventions sur Facebook à propos de la désinformation et de la propagande. Donc, Elvire nous dit la désinformation est un terme qui vient de l'Union soviétique. Oui. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, désinformatia, c'est un mot qui a été inventé, qui est apparu pour la première fois dans un dictionnaire du KGB après la Seconde Guerre mondiale. De mémoire, c'est en 1949. La Russie a une longue tradition militaire de désinformation, ce que l'on appelle la maskirovska, tradition militaire qui se traduit très concrètement par le recours à l'intoxication de l'adversaire à travers des informations qui visent à l'engager dans des actions qui sont défavorables pour l'adversaire. D'accord. Donc c'est de la propagande qui est destinée au pays étranger, en fait, pas à son propre pays. À l'origine. Ouais. À l'origine, il s'agit de techniques d'ordre militaire qui, sur le champ de bataille, visent à empêcher l'armée adverse de prendre la bonne décision.
Alors, donc, on a pas mal parlé de la propagande russe. Il y a aussi une question par rapport à la propagande des États-Unis. Est-ce que, voilà, je suppose que les Russes n'ont pas le monopole de la propagande. Est-ce que, historiquement, on a d'autres exemples, notamment aux États-Unis, mais ou alors ailleurs, de propagande, voilà, à grande échelle? La propagande est née en démocratie. Elle est D'accord. née dans l'Antiquité grecque, à Athènes, sous la forme de la rhétorique. Mhm. Elle a été appliquée au champ politique à grande échelle pendant la Révolution française, par un régime qui n'était pas encore tout à fait démocratique, mais qui était un régime d'une nature tout à fait nouvelle, qui rompait avec la monarchie. Et puis ce sont les grandes démocraties libérales qui, au début du XXe siècle, ont ressenti la nécessité de recours à la persuasion de masse pour fabriquer le consentement Mhm. de leur population à des mesures qui n'étaient pas toujours extraordinairement populaires. Le consentement à l'impôt, le consentement à la guerre, pour ne prendre que ces deux exemples. Il Mhm. faut bien avoir à l'esprit que dans un régime autoritaire, on n'a pas nécessairement besoin de recourir à la persuasion. Un citoyen russe aujourd'hui n'a pas la possibilité d'exprimer une opinion contraire à celle qui est véhiculée par la propagande de l'État sans s'exposer à 15 ans de prison. Donc, Mhm. il s'agit d'une forme de contrainte Ouais, qui est imposée. On ne d'accord. cherche pas du tout à séduire l'opinion russe. Enfin, le pouvoir russe ne cherche pas à séduire son opinion, cherche éventuellement à la flatter, mais pas à la séduire, alors que dans une démocratie, il est par essence nécessaire de persuader les citoyens à grande échelle, tant sur le plan politique que dans le champ commercial, économique et social. Mhm. Et D'accord. donc, pour répondre à la question sur les États-Unis, c'est aux États-Unis que sont nés les instituts de sondage, la publicité scientifique, les relations publiques, le marketing, les grands centres de recherche voués à l'étude du comportement humain et ce qu'on appelle aujourd'hui le design du comportement, parce que les États-Unis étaient le plus grand marché politique au début du XXe siècle, les femmes y ont voté à partir de 1920, et le plus Mhm. grand marché économique et industriel. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si le besoin de persuasion, mais aussi de manipulation de masse, y a été le plus précoce. D'accord. Alors, donc ça rejoint la question de Dimitri qui demande la propagande est inhérente à la démocratie. En effet, pour produire le consentement, d'après ce que vous disiez, le gouvernement démocratique a besoin de propagande. Non seulement les gouvernements démocratiques en ont besoin, mais pour répondre à la question d'Estelle, que je vois sur l'écran, Oui. c'est aussi un besoin pour les citoyens. Mhm. C'est Jacques Ellul qui, le premier, l'a écrit avec une grande clarté dans son livre Propagande en 1962. Nous avons toutes et tous un besoin de propagande parce que la propagande est ce qui nous donne à comprendre le monde, ce qui nous simplifie un monde extraordinairement complexe. Mhm. Nous avons besoin d'être aidés, accompagnés dans notre vie courante, et c'est un besoin qui aujourd'hui est satisfait à grande échelle et de façon micro-ciblée par les outils algorithmiques qui nous environnent et qui nous disent comment aller d'un point A à un point B, comment programmer un rendez-vous, quel médecin choisir, quelle façon de préparer un concours ou un examen. Autrement dit, les assistants vocaux, les assistants algorithmiques qui nous environnent désormais participent d'une certaine manière d'une forme de propagande à laquelle nous consentons Oui. Mhm. volontiers, si j'ose dire, parce que nous en avons quelque part besoin. Alors, justement, par rapport à ça, j'avais une question qui, qui était un petit peu plus bas, mais on peut la traiter maintenant parce que voilà, le sujet arrive. Dans votre discours, on a l'impression que la propagande, la manipulation, c'est pas forcément quelque chose de négatif en fait. Si vous menez à grande échelle une action pour encourager la participation électorale, vous faites œuvre utile. Vous pouvez encourager la participation électorale par des campagnes d'affichage. Vous pouvez encourager la participation électorale par le recours à ce que l'on appelle aujourd'hui des nudges, Mhm. c'est-à-dire une action sur l'architecture du choix, avec un encouragement à prendre de soi-même la bonne décision. Ou vous pouvez le faire aussi, comme cela a été fait très récemment en France, par le recours à des publicités micro-ciblées sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Mhm. Autrement dit, toute propagande n'est pas mauvaise en soi. Oui. Toute manipulation n'est pas non plus mauvaise en soi.
Si j'ai dans mon entourage quelqu'un qui fume 3 paquets par jour, ce qui fut mon cas il y a très longtemps, et que je le manipule pour l'aider à sortir de cette addiction délétère pour sa santé, je fais œuvre utile. Autrement dit, il faut considérer la propagande non pas en elle-même, mais en fonction du but recherché. D'accord. Donc par rapport à ce que vous disiez, Dimitri qui dit oui, mais ce sont des rustines. Non, on ne règle pas le problème du sens du vote. On a recours à des leviers de comportement. Oui, mais le vote est un comportement. Vous savez, vous faites une élection simplement en encourageant les gens à voter ou à ne pas aller voter. Mhm. Et vous manipulez aujourd'hui les élections en encourageant certaines personnes à aller voter et d'autres à ne pas aller voter. N'oublions pas que l'élection de 2016 aux États-Unis s'est jouée à 67 000 voix près dans 3 États clés qui étaient la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Mhm. L'action de Cambridge Analytica dans ces 3 États a consisté à cibler des électeurs, d'une part des électeurs républicains pour les encourager à aller voter, et d'autre part des électeurs démocrates qui étaient sympathisants de Bernie Sanders pour les dissuader d'aller voter pour la candidate adverse. C'est un pouvoir extraordinaire que celui, tout simplement, d'encourager ou de décourager le vote. Et permettez-moi d'ajouter une chose. L'histoire des élections aux États-Unis comme ailleurs est celle d'un progrès démocratique consacré par la participation du plus grand nombre et d'une lutte aux États-Unis pour permettre à certaines populations, notamment les minorités, d'accéder au droit de vote, de franchir les barrières parfois physiques, réglementaires, légales, qui venaient faire obstacle au vote. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut faire obstacle au vote sans même que ce soit visible, sans même que ce soit sensible, à travers le recours à la publicité micro-ciblée sur les réseaux sociaux. Et au passage, la Russie ne s'en est pas privée pendant les élections de mi-mandat en dissuadant à grande échelle des électeurs afro-américains de voter pour les candidats démocrates. D'accord. Et pour favoriser les candidats républicains. Pour favoriser les partisans de Trump. D'accord. Alors on a une question de Oreds qui demande c'est pas quand même très infantilisant comme processus. Ça veut dire qu'en expliquant les choses normalement, on ne peut pas convaincre. Il est nécessaire de passer par de la manipulation bien intentionnée. Non, il faut prendre les choses différemment. Placez-vous du point de vue des commanditaires de ces campagnes, qu'il s'agisse des candidats politiques ou qu'il s'agisse des marques, qu'il s'agisse des lobbies industriels. Vous avez, grâce au progrès des sciences et des techniques et des technologies, et grâce aux inventions des quelques personnages et d'autres que je mentionne dans mon dernier livre, des techniques qui se révèlent extraordinairement efficaces pour obtenir ce que vous voulez. Les techniques les plus efficaces sont celles qui ne font pas appel au raisonnement, mais celles qui font appel aux affects, aux émotions, aux biais psychologiques des individus pour les engager dans une action, ou au contraire, pour les dissuader de s'engager dans une action. Plus aucun parti politique, aujourd'hui, ne se prive du recours à un certain nombre de ces techniques, parce qu'une fois qu'une technique de persuasion a été mise au point et qu'elle a fait la preuve de son efficacité, elle est reprise à l'infini. Alors que lorsqu'une technique de persuasion ne fait pas la preuve de son efficacité, elle est abandonnée. Alors, on a une autre question qui est sur un sujet un peu différent, c'est la différence avec l'hypnose. Quelle différence avec l'hypnose? Le monde est-il une grande secte avec une matrice langagière, des présidents gourous qui pousseraient à la soumission de masse, d'aller voter contre ses intérêts, par exemple? On voit quand même que cette notion de manipulation, elle est, pour pas mal d'entre vous, elle est quand même plutôt négative, quoi. On a l'impression que c'est quelque chose de, voilà, on a cette image de la personne qui tire les ficelles et qui manipule malgré, en dépit de la volonté de la personne, quoi. Oui. Dans mon dernier livre, je me suis attaché au portrait des 20 plus grands manipulateurs de masse
qui ont eu l'intention de manipuler, qui ont été en situation de le faire parce qu'ils étaient propagandistes politiques, qu'ils possédaient un média, qu'ils étaient communicants, conseillers de dirigeants politiques, et qui ont obtenu des résultats très concrets. Un petit nombre de gens ont parfois un pouvoir démesuré. Et cela s'est traduit par un certain nombre de choses assez étonnantes. Vous évoquiez quelque chose de très intéressant. Comment persuader les gens de voter contre leurs propres intérêts? Ce n'est pas une question anodine. Comment est-ce que l'industrie du tabac en 1953, alors que à grande échelle la nocivité du tabac avait été révélée, est parvenue à persuader des centaines de millions de personnes de continuer de fumer, c'est-à-dire d'aller contre leur intérêt? Comment est-ce que les industries polluantes sont parvenues à occulter totalement le débat sur le réchauffement climatique et faire obstacle à celles et ceux qui souhaitent que soient prises les mesures nécessaires à empêcher une catastrophe future? Eh bien, la réponse, c'est le recours à la propagande, sous la forme de l'influence, sous la forme aussi de la manipulation, sous la forme d'un certain nombre de techniques qui, dans les deux cas que j'ai évoqués, reposent essentiellement sur la fabrique du doute, visant à rendre incapables les opinions publiques de s'entendre sur un fait aussi évident que le fait que la nocivité de la cigarette est établie depuis les années 30, ou que le réchauffement climatique est établi et fait l'objet d'un consensus scientifique depuis au moins 1979. Ouais. Alors, donc, ce qui nous dit le vote peut être instrumentalisé. Par exemple, De Gaulle a autorisé le droit des femmes quand il s'est senti en danger, et qu'à l'époque les femmes écoutaient les curés qui étaient gaullistes. Oui, donc c'est ce que vous disiez sur le fait que oui, on peut tout à fait pousser les gens à voter même contre leurs propres intérêts. Alors on a une question sur Facebook qui me semble aussi assez large, qui nous parle de religion. Est-ce que la religion a recours à la manipulation? Est-ce que vous avez enquêté sur la religion en particulier? Alors, la propagande, c'est un mot qui a une origine religieuse. C'est la Congrégation pour la propagation de la foi, qui a été créée au XVIIe siècle par la papauté dans le contexte de la réforme catholique. Il s'agissait de propager la foi catholique, il s'agissait également de propager la liturgie catholique. Et sans parler de manipulation, depuis très longtemps, les cultes religieux font appel autant à l'esprit des croyants qu'à leurs affects. Vous prenez par exemple la liturgie chrétienne à Istanbul, à Constantinople, et avant cela à Byzance, il s'agissait en quelque sorte d'en appeler au sens, d'en appeler aux émotions, de sorte que, par définition, toute organisation, qu'elle soit politique, religieuse, sociale, économique, industrielle, qui a pour objet ou pour ambition d'agir sur les conduites des individus, doit recourir à un certain nombre de stratégies, de tactiques, de techniques qui relèvent de la persuasion, et lorsqu'elles sont mises en œuvre à l'insu de leurs destinataires, peuvent relever de la manipulation. Encore une fois, la manipulation n'est pas un mal en soi. Et il faut la considérer en fonction du but recherché. Alors, on a des questions sur les sondages dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Par exemple, le sondage est un outil de manipulation de masse, une sorte de propagande. Elle induit des comportements relativement nouveaux, comme le vote utile, et non pas de conviction. Du coup, est-ce que cela biaise les élections? Est-ce qu'on devrait en sortir? Est-ce qu'on devrait supprimer les sondages? Alors, c'est une question très importante, d'autant plus importante qu'un de mes collègues politiste a été attaqué en diffamation pour avoir osé dire ce que des dizaines de chercheurs avaient dit avant lui, à savoir que
les sondages par échantillon n'ont aucune valeur scientifique. Les seuls sondages qui ont une valeur scientifique sont les sondages aléatoires, parce qu'ils sont valides d'un point de vue scientifique, en termes mathématiques et statistiques. Bon, mais donc, du point de vue qui nous intéresse, je dirais deux choses. La première, c'est que lorsque l'on étudie les sondages, et en particulier les effets des sondages, on constate que le principal effet qui est confirmé empiriquement est ce que l'on appelle l'effet bandwagon. C'est-à-dire ces gens qui, voyant le sondage, vont suivre le train. Vous avez un candidat qui est en tête, vous considérez que s'il est dans un sondage, vous considérez consciemment ou non que s'il est en tête, c'est parce que la sagesse populaire en a voulu ainsi, et pour peu que vous soyez peu au courant de la vie politique, de l'identité de ce candidat et des programmes, vous êtes prêt à vous rallier en quelque sorte à l'opinion majoritaire, parce que de toute façon, personne n'aime voter pour un perdant. La deuxième chose et donc ça c'est un effet qui est constaté et qui justifie le fait que les sondages politiques soient interdits juste avant les élections ou pendant les élections depuis 1977 en France, et c'est le cas dans plein d'autres pays démocratiques. L'autre élément que je voudrais souligner, c'est le fait que l'industrie des sondages ne vient pas de nulle part. Elle est née aux États-Unis en 1935, parce qu'elle répondait à un besoin pour les partis politiques américains d'avoir une connaissance de l'opinion, de sorte d'adapter les programmes politiques à la demande de l'opinion. Mais les sondages tels qu'ils ont été conçus aux États-Unis relèvent d'une certaine conception de la démocratie. Autrement dit, une forme de démocratie qui, dans un idéal parfait, pourrait se passer du vote. Parce que le vote, c'est imparfait, tout le monde ne vote pas, alors que tout le monde peut s'exprimer à travers un sondage. Et comme historien, je constate que les États-Unis se sont efforcés, par exemple, pendant la guerre froide, de diffuser partout dans leur sphère d'influence l'industrie sondagière. Parce que l'industrie sondagière était le symbole d'une certaine conception de la démocratie libérale, par opposition avec les démocraties populaires communistes, qui, bien évidemment, n'organisaient pas de sondage, mais pour autant se prétendaient des démocraties à part entière. D'accord. Alors toujours si on reste sur ce sujet des sondages, on a plusieurs autres questions. La première, c'est celle de l'effet underdog, qui semble être l'inverse de l'effet bandwagon. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je peux volontiers en parler, sauf que empiriquement, je n'ai jamais vu une seule étude qui venait étayer cet effet. C'est-à-dire l'idée que lorsque vous avez quelqu'un qui est, je sais pas, à 2% dans les sondages, on se dit qu'on va quand même voter pour cette personne qui est à 2% pour qu'elle passe à 2,0001%. Je n'ai personnellement non plus jamais rencontré quiconque qui se comportait de cette façon. Vous avez plutôt, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, et ça a été manifeste au premier tour des élections présidentielles en France, une logique de vote utile qui vous conduit à déterminer votre choix, non pas en fonction du programme ou de la personnalité d'un candidat, mais en fonction de l'effet que vous en attendez quant au choix sur le second tour. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, je crois. Alors, il y a Dimitri qui nous dit, toujours sur les sondages, selon une étude récente, plus de 20% changent de candidat en fonction des résultats des sondages, et plus de 40% chez les gens qui se disent indécis. Je ne connais pas les chiffres précis. Oui, mais toutes les études sur ces questions montrent que pour une bonne part de nos concitoyens, le choix est fait dans les derniers jours, sinon les dernières heures avant l'élection. De sorte que la campagne prend davantage de valeur et d'efficacité à mesure que on se rapproche de l'échéance. Alors du coup, Fabien a mis dans le chat, pour celles et ceux que ça intéresse, la pétition en soutien aux chercheurs attaqués par l'IFOP, donc dont vous parlez tout à l'heure. Voilà, cette pétition a été mise en ligne. Vous pouvez soutenir le chercheur en cliquant dessus et en signant la pétition. Il faut le soutenir, Alexandre Deshaies, c'est très important parce que là, on est en présence d'une procédure bâillon. Il s'agit de pourrir la vie d'Alexandre.
de le contraindre à prendre un avocat, ce qu'il a dû faire, pour défendre tout simplement son droit constitutionnel à s'exprimer en tant qu'enseignant et chercheur sur son objet d'étude. Ouais. Si nous laissons les instituts de sondage interdire aux chercheurs comme lui ou comme moi de simplement énoncer des faits scientifiques relatifs au sondage, je crois qu'on est dans quelque chose de tout à fait inacceptable. D'accord, je comprends. Mais ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui sont sur Facebook et qui n'ont pas eu le lien, hop, je vous le remets. Voilà, n'hésitez pas à cliquer. Alors, du coup, on peut continuer un petit peu, notamment à propos de votre dernier livre. J'avais envie de vous poser cette question parce que, du coup, si je le disais en introduction, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même quelque chose de particulier qui s'est passé au XXe siècle par rapport à la manipulation. Donc, il y a eu ces grands manipulateurs de masse qui ont émergé, en particulier pendant cette période-là. Comment est-ce que la notion de manipulation se construit, en particulier au XXe siècle ? Alors, c'est une notion qui apparaît véritablement dans le débat public dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis, lorsque naît ce nouveau métier que je désigne par l'appellation générale de maître de la persuasion ou de la manipulation, c'est-à-dire des gens qui se donnent pour profession d'agir sur les conduites des êtres humains à grande échelle. Et la manipulation en particulier est le fait principalement d'un petit nombre d'hommes et quelques femmes qui ont recours aux acquis de la psychologie, de la psychanalyse en particulier, pour les appliquer à l'art de la persuasion. C'est le cas, par exemple, du célèbre Édouard Bernays, qui était 2 fois le neveu de Freud, par sa mère qui était la sœur de Freud et par son père qui était le frère de l'épouse de Freud, et qui a, dans ses campagnes publicitaires et de relations publiques, tiré profit d'un certain nombre de principes freudiens pour les détourner de leur objet, afin d'associer des symboles à des produits ou à des personnages et de jouer au fond sur les désirs inconscients des individus pour les encourager dans une action, l'acte d'achat ou l'acte de vote. Vous avez un exemple de ce qu'il a Oui, bien sûr. Il a, par exemple, été l'un des publicitaires recrutés par American Tobacco pour encourager les femmes à fumer, les femmes américaines, qui étaient réticentes, ça ne se faisait pas beaucoup, en particulier en public. Et il a construit un certain nombre de campagnes et d'événements, ou de pseudo-événements médiatiques, pour attribuer à la cigarette un symbole tout à fait nouveau, un symbole d'émancipation féminine. En inversant le sens d'un symbole freudien associé à la cigarette, c'est-à-dire un symbole phallique, tel que la pensée de Freud, ses élèves concevaient la cigarette, et la raison pour laquelle il y avait un tabou des femmes à l'égard de la cigarette. Et en inversant ce symbole, en faisant de ce symbole un symbole d'émancipation féminine, il espérait encourager davantage de femmes américaines à voter. Il a été très fort pour agir sur les conduites des Américains en agissant sur le cadre général de ces conduites. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il était recruté par un distributeur de bacon pour écouler un stock gigantesque de bacon, plutôt que faire une campagne de publicité pour promouvoir le bacon, il a, grâce à l'aide de médecins, promu le principe d'un déjeuner copieux, un petit déjeuner copieux. Et c'est ainsi qu'est né le principe du déjeuner américain, du petit déjeuner américain avec du bacon et des œufs. Et de la sorte, il a encouragé la vente du bacon. Je vais vous donner un autre exemple que j'aime beaucoup. Un jour, une étude qu'il a fait réaliser a montré que le paquet de cigarettes
de Lucky Strike, d'American Tobacco, Mhm. qui était vert, passait difficilement auprès des femmes parce que ça ne matchait pas tout à fait avec leur tenue à l'époque. Et donc, il va voir le PDG d'American Tobacco et il lui demande de changer la couleur du paquet. Le patron d'American Tobacco refuse, George Washington Hill, il refuse. Et donc, la seule solution qui reste à Bernays, c'est de changer la couleur à la mode. Et ça, c'est quelque chose qu'il savait faire Ah, il a en carrément fait recourant ça. à des organisations de façade, une organisation de façade secrètement financée par l'industrie du tabac, par American Tobacco, qui était un pseudo bureau de la couleur qui informait les journalistes, les magazines de la couleur qui serait à la mode à la saison suivante, en D'accord. organisant aussi un pseudo événement, un bal vert au Waldorf Astoria, en demandant et en recrutant des artistes et des fabricants de vêtements, des stylistes, pour produire des robes de couleur verte, de sorte qu'il a réussi à New York, pendant une saison, à mettre le vert à la mode. C'est impressionnant. Très, très impressionnant. D'accord. Alors, dans votre livre, vous parlez de pas mal de personnages de ce genre-là. Quels sont les traits communs que vous avez trouvés chez tous ces personnages que vous appelez des maîtres de la manipulation? Euh, Ce qui m'a frappé au cours de mes recherches, au début j'avais un corpus d'une quarantaine de personnages, et puis j'en ai retenu 20, les 20 les plus importants, les plus déterminants à mes yeux. Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils sont rarement très éduqués. Enfin, ils ont rarement un très haut niveau d'études. Il y a quelques docteurs, un docteur en psychologie, Ernest Dichter, un docteur en philosophie, mais pour la plupart, ils ont un niveau d'études universitaire on dirait aujourd'hui, de niveau bac plus 3 ou niveau bac plus 5. Ils ne sont pas scientifiques, sauf Mhm. exception, mais ils ont en commun de s'être intéressés aux sciences et aux techniques, et d'avoir su identifier dans les progrès des sciences et dans les progrès des techniques, des technologies, ce qui était applicable à l'art de la persuasion. Ce sont des individus qui, quand ils voient naître la radio, se demandent comment la radio pourrait être utilisée pour la persuasion de masse. Qui, quand ils voient la télévision commerciale s'imposer aux États-Unis, se demandent comment s'en servir comme d'un outil de persuasion et de manipulation, et comment révolutionner, par exemple, la communication politique, comme l'a fait Mhm. Roger Holmes. Autrement dit, ils ont cette forme de curiosité intellectuelle qui les conduit à s'intéresser à tout ce qu'il y a de nouveau et à chercher des applications concrètes. C'est ce qui me fait dire que la propagande, la persuasion et quelque part la manipulation sont un peu des sciences appliquées. Mhm. Euh, Elles visent des objectifs très pratiques: acheter, pas acheter, voter, pas voter, cliquer, pas cliquer. Et pour atteindre ces objectifs très pratiques, elles s'inspirent de principes tirés des sciences et des techniques. Alors tout à l'heure, vous parliez aussi de psychanalyse comme influence. Dans le chat, on a Sigfi qui dit que c'est plus de la psychologie sociale que de la psychanalyse. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore cette influence de la psychanalyse chez des personnes qui pratiquent la manipulation? Alors, euh, cette personne a tout à fait raison de souligner le fait que la psychologie sociale a apporté énormément de choses à l'art de la persuasion. Le comportementalisme a apporté énormément de choses à l'art de la persuasion. C'est-à-dire, vous avez là deux formes de psychologie non psychanalytique. Mhm. Il ne s'agit pas d'aborder le subconscient et l'inconscient. En revanche, là où je ne suis pas d'accord, c'est quant au fait que le plus grand manipulateur de masse du XXe siècle, à mes yeux, qui était Ernest Dichter, qui était le fameux docteur en psychologie de l'université de Vienne, a eu recours notamment, et pas uniquement, mais notamment à la psychanalyse à grande échelle pour rechercher ce qu'il appelait les mobiles inconscients des consommateurs. Il a Mhm. réalisé une étude extraordinairement célèbre sur une voiture en 1939 de la marque Chrysler. Il a déterminé quels étaient les mobiles inconscients
d'achat d'une voiture. Il s'est employé tout au long de sa carrière à appliquer ce principe à tous les objets de consommation courante pour le compte de ses innombrables clients, et il l'a fait notamment en recourant à des techniques qui sont des techniques psychanalytiques qu'il a détournées de leur objet, telles que la projection, telles que les entretiens non directifs de type psychanalytique, pour atteindre le but qui était le sien, c'est-à-dire d'encourager la consommation de masse. Permettez-moi de vous donner un exemple. Un jour, il est recruté par Betty Crocker, qui vend des préparations toutes faites de gâteaux. Et Betty Crocker a lancé un nouveau gâteau tout fait, un gâteau au chocolat qui ne marche pas. Et donc, fait appel à Dichter, Ernest Dichter, pour lui demander ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça marche. Dichter mène ses entretiens non directifs, il observe les consommatrices à la fois dans le magasin et chez elles, et puis il réalise que ce que son commanditaire pensait comme un progrès, pensait être un progrès, c'est-à-dire le fait d'annihiler tout effort de la part de la personne qui allait faire le gâteau, en réalité dévalorisait la personne qui fait le gâteau. Parce que vous n'avez plus aucune satisfaction personnelle à réaliser un gâteau si vous avez simplement à verser le mélange, mettre de l'eau et puis cuire, mélanger et puis cuire. Donc il a fait cette recommandation absolument extraordinaire à mes yeux. Il a dit retirez l'œuf de la préparation. Et donc tout ce que les femmes, puisqu'il s'agissait de femmes à l'époque, tout ce que les femmes consommatrices de Betty Crocker avaient à faire, c'était verser, mettre de l'eau, ajouter un œuf et mélanger. Mais d'un point de vue symbolique, vous comprenez que l'œuf est ici un symbole procréatif, de sorte qu'il y avait une forme de projection de la procréation dans l'acte de conception d'un gâteau. Voilà. Ça, c'est très psychanalytique. Hein. De mon point de vue, ça l'est. Je ne suis pas psychanalyste. On pourrait objecter que, par exemple, l'œuf, c'est un ingrédient qui a besoin d'être particulièrement frais, et que, du coup, ajouter soi-même l'œuf permet de s'assurer de la fraîcheur de son gâteau. C'est vrai. C'est vrai, mais en l'occurrence, la façon dont il concevait les choses n'était pas celle-là. Vous savez, c'est un homme qui s'est employé toute sa vie à lever les inhibitions des consommateurs. Je vais vous donner un autre exemple, alors là, qui pour le coup n'est pas vraiment psychanalytique au sens strict du terme. Il a été recruté par des fabricants de gâteaux pour vendre des gâteaux. Vous savez, des gâteaux en boîte, vous avez un paquet de gâteaux. Et comment vendre davantage de paquets de gâteaux ? Le problème, c'est que des gens comme moi, face à un paquet de gâteaux, se disent non, je ne vais pas acheter le paquet de gâteaux, sinon je vais manger tout le paquet. Et donc la solution de Dichter, c'était de mettre des sachets dans les paquets de gâteaux. De sorte que quelqu'un comme moi, devant le paquet de gâteaux, se dit oui, je vais acheter ce paquet de gâteaux parce que je ne vais pas manger tout le paquet. Au pire, je mange un sachet avec 3 gâteaux dedans ou 2 sachets avec 6 gâteaux dedans. Et lever l'inhibition des consommateurs et des consommatrices était une de ses obsessions absolues. Tout comme il s'est employé, par exemple, à encourager à développer la notion de cycle de vie symbolique des produits. Il y a un cycle de vie matériel. Et la réponse des fabricants, c'est l'obsolescence programmée. Vous avez une ampoule, elle brûlait pendant des années, vous réduisez sa durée de vie pour que les gens rachètent l'ampoule. L'approche de Dichter était différente. Elle consistait à persuader les gens qu'il était bon, qu'il était sain de jeter des objets en parfait état de marche pour les remplacer. Que non, on ne peut pas avoir les mêmes vêtements 2 années, 2 saisons de suite. Que oui, on peut sans cesse acheter du nouveau et que la nouveauté est en soi quelque chose qui est doté d'une certaine valeur, mais une valeur symbolique. D'accord. Alors, il y a beaucoup de remarques sur la psychanalyse dans le chat. Je tiens à dire qu'on n'est pas du tout en train de valider cette discipline en tant que parfaitement scientifique, mais que l'approche est plutôt historique. Il faut dire aussi, vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que c'est aussi l'une des théories qui a beaucoup mis en avant l'inconscient, et que tout ce qui est phénomène non conscient est aussi utile pour les manipulateurs. C'est important de savoir quels sont les ressorts non conscients sur lesquels on peut agir sur les personnes.
Voilà, en tout cas, sachez que c'est pas une discussion sur la validité scientifique de la psychanalyse, plutôt sur le rôle qu'elle a joué dans l'histoire. Et même si en effet aujourd'hui elle est plutôt décriée, à l'époque elle l'était peut-être moins et elle était aussi, elle a été utilisée en tout cas. Oui, je crois Euh, que le débat sur la validité de la psychanalyse, qui est un débat ancien, est dépassé aujourd'hui à l'ère du big data. C'est-à-dire que les désirs inconscients d'un individu sont exprimés par ses requêtes Google, sont exprimés par les comportements tels qu'ils sont collectés par les réseaux sociaux, ces consultations sur Internet. Toutes ces données atterrissent chez des data brokers, sont revendues et permettent une exploitation micro-ciblée de ces désirs inconscients à des fins publicitaires, de publicité commerciale ou de publicité politique. C'est-à-dire que la somme de données aujourd'hui collectées sur les individus permet d'affiner comme jamais la connaissance des types de personnalités et de certaines fragilités psychologiques. C'est quelque chose qu'Ernest Dichter avait touché du doigt sans avoir la possibilité de le faire. Il rêvait d'une segmentation psychologique du marché, parce que Dichter disait, si vous voulez vendre un couteau électrique, connaître le niveau de vie, le niveau de revenu, le niveau d'études et la localisation géographique des clients ne vous sera pas d'un grand secours. En revanche, savoir si le client est déjà détenteur d'une machine électrique est beaucoup plus utile. Si aujourd'hui vous voulez vendre un système d'alarme, savoir si vous avez affaire à une personnalité anxieuse est l'information la plus précieuse qui soit. Et c'est quelque chose que les data analystes savent faire depuis maintenant 10 ans avec une grande précision, et ce qui n'est pas sans conséquence sur le sujet qui nous occupe. Dans la mesure où vous aurez sans doute remarqué que ceux qui véhiculent la propagande russe sont souvent ceux qui véhiculent des théories du complot. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que du point de vue des propagandistes, qu'il s'agisse de la Russie ou qu'il s'agisse de Steve Bannon, qui est l'allié objectif de la Russie en l'occurrence, le mode de ciblage qui a déterminé en quelque sorte cette action propagandiste auprès de ces personnes est une action psychologique qui a consisté à déterminer quels étaient les individus qui répondaient au profil psychologique que l'on appelle la dark triade, qui était le plus susceptible de remettre en cause des vérités établies, qui était le plus susceptible de véhiculer des théories du complot, qui était le plus susceptible également de s'engager dans des actions, y compris des actions violentes. Je fais ici référence à l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole. Donc, aujourd'hui, les données et l'analyse prédictive de la personnalité et de la psychologie des individus rend obsolète, de mon point de vue, le débat sur la validité de la psychanalyse en tant que telle. Alors, on a une question de Sikri par rapport à ça. Qu'entendre par type de personnalité ? Est-ce qu'on parle de Big Five, alors le modèle des Big Five qui est un modèle de type de personnalité, est-ce qu'il y en a d'autres ? Quels sont ceux qui sont les plus utilisés aujourd'hui et les plus valides selon vous ? Le modèle des Big Five. C'est un modèle qui a été élaboré à la fin des années 1980 par 2 chercheurs, ils ont publié, et ce modèle a été appliqué à grande échelle à partir des années 2010, à la suite d'un article publié par des chercheurs américains au Canada, qui a donné lieu immédiatement après à un brevet de Facebook, et qui a donné lieu parallèlement à cela à des études d'un célèbre chercheur qui s'appelle Michal Kosinski, qui était en Angleterre, à Cambridge, avant de partir aux États-Unis, à Stanford, et qui a inspiré le travail ensuite de l'équipe de Cambridge Analytica autour de Steve Bannon, et en particulier Christopher Wiley. Et au-delà de ce modèle des Big Five, qui est vraiment un modèle aujourd'hui généralisé et systématisé, il y a, s'agissant des personnes que j'ai citées, un intérêt tout particulier pour les types de personnalités qui se révèlent à la fois psychopathiques, qui se révèlent, j'oublie souvent les 3, ils sont 3. La Dark Triade, c'est une triade, donc ils sont 3. Comment on appelle les gens qui aiment se regarder dans la glace? Aidez-moi. Narcissiques. Les narcissiques. Les narcissiques
narcissique, psychopathe, neuroticisme, oui, neuroticisme doit être le troisième. J'ai oublié le troisième. Je vous demande pardon, j'ai une faiblesse. Je sais pas Et machiavélique, alors neuroticisme ou Machiavélique, machiavélique? exactement, c'est ça. Machiavélique, Machiavélique et d'accord. neuroticisme. Donc ça, c'est la Dark Triad. C'est la Dark Triad. Et il y a un article très récent qui a été publié sur la corrélation entre ce type de personnalité et la diffusion des théories du complot. Et c'est un élément à mes yeux absolument essentiel pour comprendre la particularité de la propagande numérique aujourd'hui. Elle cible l'individu dans la masse, parce que là on parle quand même de types de personnalités qui sont loin d'être généralisées, c'est une minorité, mais qui à l'échelle qui est la nôtre avec les réseaux sociaux, est un type d'individu que l'on peut une fois ciblé, touché par des publicités, intégrer à un groupe, ensuite organiser des événements dans la vie réelle pour désinhiber la parole de ces personnes, ensuite engager ces personnes dans une action. Ce que je vous décris ici, c'est une méthode qui a été mise en œuvre depuis aujourd'hui 40 ans par une société qui s'appelle SCL, qui a été fondée par Lord Bell, qui avant cela a été le grand communicant de Margaret Thatcher, qui a fait 2 élections de Margaret Thatcher, même 3, celle 87 aussi, et qui était la maison mère de Cambridge Analytica. Ce que l'on appelle, c'est une technique de guerre psychologique qui a été utilisée pendant très longtemps dans la sphère militaire pour les intérêts géostratégiques d'un certain nombre de nations, et qui, depuis 2014, a été appliquée dans la sphère civile dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et l'application à la sphère civile de ces techniques de guerre psychologique est quelque chose qui a été absolument délétère pour l'évolution même de nos démocraties. Alors la guerre psychologique, est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ce que c'est? C'est une technique de manipulation particulière? Ce sont des techniques militaires qui se sont développées dans le champ militaire, qui consistaient à organiser par exemple des coups d'État dans un pays par la constitution de groupes d'individus réunis à partir des années 90 par des moyens numériques, la création de sites, la création d'événements, embrigadés, encadrés à leur insu dans une démarche dont ils ignoraient la finalité et qui se retrouvaient embarqués dans parfois des insurrections, donc plus souvent des manifestations, et qui se retrouvaient coupés le plus souvent de toute réalité. J'ai vu que Gérald Bronner va bientôt, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain, rééditer au PUF l'ouvrage extraordinaire de Festinger, When Prophecy Fails, quand la prophétie échoue. C'est quelque chose d'assez fascinant que de voir ces membres d'une secte millénariste, le jour de la date annoncée de la fin du monde, réagir au fait que la fin du monde n'est pas intervenue. Et contre toute attente, si vous en voyez quelques-uns qui renoncent à la prophétie, vous voyez la majeure partie d'entre eux être plus convaincus que jamais. Est-ce que pour vous, le numérique, l'avènement du numérique, d'Internet, etc., est-ce que ça augmente les risques de manipulation de masse, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un outil pour éduquer à une échelle planétaire? Alors, lorsque le web commercial est né, au milieu des années 1990, on en attendait le meilleur. Et on a vu souvent le meilleur se produire, c'est-à-dire des mobilisations citoyennes, une horizontalité d'un certain nombre de mouvements, un accès plus important à l'information. Mais depuis, en revanche, l'avènement des réseaux sociaux, en particulier à Facebook, nous constatons au contraire un certain recul, notamment un certain recul démocratique, dans la mesure où les configurations algorithmiques de ces systèmes, notamment le système MSI, des Meaningful Social Interactions de Facebook, a pour effet
pour atteindre la plus grande viralité et donc la plus grande profitabilité, d'encourager non seulement les contenus les plus violents, non seulement la diffusion des colères, mais aussi la viralité des théories du complot et des fausses informations. Prenons l'exemple de Steve Bannon. À lui seul, avec Breitbart, il est à l'origine d'une bonne partie du contenu climato-sceptique sur Facebook. 10 sites Internet, qui ne sont pas des sites ayant pignon sur rue, dont des sites gouvernementaux russes, sont à l'origine de 69% du contenu climato-sceptique. Oui, c'est énorme. Et c'est absolument énorme. C'est-à-dire que nous avons affaire à un phénomène d'amplification de super mégaphones qui encourage tout sauf ce dont on peut attendre de sociétés démocratiques, c'est-à-dire la haine et la violence, violence sociale, violence politique, violence criminelle. Donc il faudrait limiter ce genre de choses. Il faudrait limiter l'effet mégaphone où une toute petite minorité peut influencer une masse énorme de gens, quoi. Cette recommandation est faite par les ingénieurs de Facebook eux-mêmes, d'après les révélations de Frances Haugen, à la question qui a été posée aux ingénieurs du comité d'éthique de Facebook constitué il y a quelques années. Les ingénieurs ont répondu, c'est très simple, empêchons le partage profond. Ce que les ingénieurs de Facebook appellent le partage profond, c'est le partage de contenu qui a déjà été partagé. Le partage profond est à l'origine de l'essentiel de la diffusion de la désinformation et des théories du complot sur Facebook. Cette proposition a été faite à Mark Zuckerberg dans une réunion, et à l'issue de la réunion, cette proposition a été, je cite, déprioritisée. De façon générale, toute proposition qui vise à réduire la viralité des contenus est systématiquement rejetée par Facebook, enfin Meta en l'occurrence, parce que cela se traduirait par une baisse de la rentabilité publicitaire. Songez que Google, l'an dernier, a généré 70 milliards de bénéfices. Facebook a connu une crise importante de sa valorisation boursière lorsque ses objectifs en termes d'utilisateurs n'ont pas été atteints. Ce n'est pas de sa propre volonté que Facebook renoncera à ce que Shoshana Zuboff a qualifié à juste titre de capitalisme de surveillance, c'est-à-dire le prélèvement systématique de nos données comportementales pour agir sur nos comportements par ce qu'elle appelle un marché des comportements futurs et un instrumentisme. Instrumentisme qui est une nouveauté absolue dans l'histoire. Imaginez-vous simplement l'échelle dont on parle. 2 milliards d'utilisateurs quotidiens de Facebook, enfin de Meta, connectés en moyenne 50 minutes par jour, qui génèrent suffisamment de données pour produire $30 de bénéfices pour les Européens par trimestre pour l'entreprise, et qui sont susceptibles d'être touchés par des opérations de micro-ciblage publicitaire à toute heure du jour ou de la nuit, à n'importe quel endroit où ils se trouvent depuis que nous sommes accompagnés par des objets connectés en permanence. C'est ce qui m'a fait parler dans mon précédent ouvrage de propagande totale, dans la mesure où il est désormais extraordinairement difficile d'y échapper. Cette propagande s'appuie sur des technologies qui sont de plus en plus perfectionnées parce qu'elles sont automatisées et agissent à une échelle absolument extraordinaire, fascinante, et enfin, en grande partie automatisées. Ok, merci beaucoup. J'aurais envie de vous poser encore 50 questions. La discussion est vraiment passionnante. On atteint l'heure, on a même passé l'heure qu'on avait prévue, notamment à cause de mes problèmes techniques dont je suis désolé. Avant de nous quitter, j'avais envie de vous montrer. Donc, David Colomb est l'auteur de 2 livres, notamment qui parlent de manipulation. Donc, le dernier en date est celui-ci, Les maîtres de la manipulation, un siècle d'histoire de la persuasion de masse, que vous pouvez trouver chez Talendier, et je vous mets tout de suite les liens dans le chat pour que vous puissiez
vous renseigner, voilà, vous-même. Et voilà, il n'a pas pu tout aborder ce soir, loin de là. Donc vous trouverez des précisions dans ce livre et également dans celui-ci qui s'appelle Propagande, la manipulation de masse dans le monde contemporain. Voilà, deux bons bouquins d'histoire sur la manipulation si vous voulez en savoir plus. Voilà, vous pouvez vous les procurer en cliquant sur les liens dans le chat. Ben voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup David Colomb d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir répondu Merci. à notre invitation. Merci à toutes et à tous pour votre participation également. Merci pour vos questions. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde et je suis absolument désolé. Ouais, tout à fait. On n'a pas pu prendre toutes les questions, mais merci d'avoir participé. Ouais, comme d'habitude, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour un live sur le management à l'heure du télétravail. Voilà, où je serai avec mon collègue Fabien de la rédaction, qui était dans le chat, mais je ne sais pas s'il est parti après le problème technique. Et on sera aussi avec une chercheuse sur le sujet du télétravail. Voilà, bah, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, passez une bonne soirée. Merci encore à David Colomb, merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.